Bien le bonjour à tout le monde. Bonjour Madame Marie-France. Bonjour Aïssa, comment Super, donc allez-vous? ça va, on fait aller, vous, ça se passe bien? Ça va très bien. Bonjour tout le monde, bonjour chers recruteurs, bonjour chère audience. Donc je me présente, je suis Monsieur Aïssa Boutiche, Business Development Manager du groupe NovoJob, présent sur la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Ouest Afrique. Et aujourd'hui, on est ici pour parler et travailler la thématique de la gestion efficace du pipeline de candidats. Nous sommes honorés et très ravis aussi d'avoir notre consultante et experte dans le domaine, Madame Marie-France, de Talent 3.0, qui sont nos collaborateurs et partenaires aussi dans ce domaine-là. Donc voilà, je vous présente et je vous laisse Madame Marie-France se présenter un petit peu à vous avant de commencer notre présentation sur la thématique. Écoute Aïssa, c'est moi qui suis totalement honorée d'être ici avec vous à ce webinaire. Et comme je le disais, c'est un peu un retour à la maison pour moi. Et je suis très contente d'ailleurs que ce retour à la maison tombe justement sur le thème la gestion efficace du pipeline de candidats parce que c'est un thème assez intéressant. Je pense que comme beaucoup de gens qui nous suivent, pour moi, le pipeline de candidats, ça ne se limitait qu'à mettre une offre d'emploi en ligne et de recevoir les différentes candidatures par mail, attendre qu'un besoin de recrutement se fasse au sein de l'entreprise et retourner dans mes mails pour commencer le processus de recrutement avec les candidats. Et aujourd'hui, on aura l'occasion justement à travers ce thème-là de savoir que le pipeline des candidats ou la gestion du pipeline du candidat va bien au-delà de tout ce qu'on pense. Donc oui, je suis Exactement. très heureuse d'être. Exactement. Je rajoute de mon côté qu'effectivement, surtout qu'avec les tendances actuelles du recrutement, tous les outils et même toutes les méthodes les plus pratiques, les plus pertinentes doivent être utilisées, doivent être, on va dire, intégrées dans le process de recrutement afin vraiment d'optimiser notre façon de recruter les meilleurs candidats et les meilleurs profils et on va dire qui s'adaptent vraiment aux besoins de l'entreprise. Chose qui est encore plus importante. Travailler l'appartenance dès le recrutement. Oui, Donc voilà, oui. sans trop tarder, je ne sais pas si vous nous entendez, si l'audience n'a pas de souci côté son, côté image. Donc juste pour vérifier avant de commencer la présentation, si ce n'est, on va commencer à défiler la présentation. Grosso modo, en résumé, le programme un petit peu de ce webinaire tournera autour des KPIs à suivre pour évoluer l'efficacité d'un pipeline de candidats, les meilleures pratiques pour attirer des candidats qualifiés, l'optimisation du process de sélection, mais aussi comment surmonter le défi auquel les entreprises sont confrontées lors de la gestion de leur pipeline candidat. Ça, c'est en résumé ce qu'on va, on va dire, défiler, présenter. Et pour attaquer notre présentation, la première question basique que je vais poser à Madame Marie-France, c'est quoi réellement la définition d'un pipeline candidat? Merci Aïssa pour cette question. Alors, le pipeline de candidats est également appelé vivier de talent. Et c'est une stratégie proactive que va mettre en place une entreprise afin de créer une réserve de candidats qualifiés avant même qu'une offre ne soit lancée au sein d'une entreprise. Donc, le département des ressources humaines va se dire, écoutez, avant qu'une offre ne soit lancée au sein de l'entreprise, pour mieux gérer nos recrutements, nous allons créer une réserve de candidatures de sorte à ce que lorsque le besoin se fera sentir, on aura déjà un pas en avance. Alors, comment bien réussir la création d'un pipeline de candidats? On va Alors, parler généralement des étapes, j'imagine. justement, on va parler des différentes étapes, comment réussir la création. Et il y a 10 étapes, selon moi, que j'ai pu élaborer pour permettre à ceux qui nous écoutent de savoir comment réussir sa création de pipeline. Il faudrait déjà savoir que l'idée d'un pipeline, ce n'est pas de créer tout type de profil qui existe et les amasser vite fait dans un dossier. L'idée d'un pipeline, c'est recruter en avance mais en tenant compte des besoins futurs réels de l'entreprise. Voilà. Alors, parlons de besoins réels futurs. Notre première étape, c'est analyser et comprendre la vision et les objectifs annuels de l'entreprise. Et cette analyse peut se faire à travers la GPEC, qui est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dont l'un des objectifs, bien entendu, c'est d'analyser les besoins en compétences actuelles et futures de l'entreprise et mettre en place les actions. Donc, c'est la GPEC qui permettra, par exemple, de savoir qu'au sein du département marketing, pour l'année 2025, nous aurons 10 personnes à recruter, mais il faudrait savoir qu'il y aura 3 départs prévus. Donc, on a au total 13 personnes à recruter.
Et il y a justement, après avoir élaboré les objectifs, après avoir su qu'est-ce qui sera important, quel est le type de profil dont on aura besoin, on va essayer de les mettre dans un tableau de bord. D'où la deuxième étape qui est la mise en place du tableau de bord avec pour intituler chaque poste. Donc, ce tableau de bord, en fait, va permettre d'avoir une vision globale, une vision claire de tous les recrutements qu'on aura pour l'année N+1, par exemple. Donc, selon les départements, vous aurez un tableau, vous allez faire un tableau qui sera classé selon les départements. Donc, vous allez savoir, par exemple, que dans le département marketing, pour 2024 ou pour 2025, on aura trois postes à recruter. Donc, le tableau ici vous permet de savoir, par exemple, que pour le département de marketing, on a un poste de responsable marketing et on a prévu 10 recrutements. Mais il faut également savoir, ça nous permet de savoir qu'au total, on aura 11 départs et ainsi de suite. Alors, ce tableau bien élaboré qui vous donne une vision plus claire peut être également fait selon le niveau de poste. Donc, vous pouvez classer faire une répartition, selon des profils juniors, des profils middle, des profils seniors ou les profils émanant de la direction d'entreprise. Ensuite, la troisième étape sera la rédaction des offres d'emploi avec la collaboration des différents responsables des départements ou des opérations. Donc, le manager des ressources humaines va s'approcher des différents responsables des opérations ou des chefs de département afin qu'ils leur donnent les aspects techniques des profils qu'ils souhaitent recruter. À partir de ce moment-là, le manager des ressources humaines va élaborer son offre d'emploi qu'il va, à la quatrième étape, publier sur différents canaux de sourcing. Et pour la création d'un pipeline, justement, il est très important de publier sur plusieurs job boards. Ça vous permettra de savoir à un moment, et ça, on aura l'occasion de le voir plus tard, quel est le job board qui nous donne la possibilité d'avoir plus de candidats et les meilleurs candidats. Donc, ici, nous avons un tableau de bord qui nous permet, par exemple, de savoir que sur LinkedIn, on aura peut-être 150 personnes qui auront postulé sur LinkedIn. Donc, ça vous permet de savoir le taux de conversion par candidature. Mais en même temps, vous pouvez aussi savoir le nombre de vues, le nombre de clics selon les job boards que vous avez utilisés. Donc, naturellement, vous pourrez savoir de quels canaux vous avez les meilleurs CV. Ensuite, Aïssa, pour continuer, nous avons la cinquième étape qui est la réception des candidatures. Ouais. Ensuite, la sixième étape, le screening ou la sélection des CV, ce qu'on appelle communément le tri des candidatures. La septième étape sera les tests d'évaluation technique, psychométrique ou des tests à chaîne. Ça dépend des tests et des tests que votre organisme aura mis à votre disposition. La huitième étape, les entretiens téléphoniques. La neuvième étape, les entretiens vidéo. Et enfin, la dernière étape, ça sera la création des dossiers des candidats qualifiés selon le type des postes. Donc, pour résumer, la création d'un pipeline, ce sont des CV que vous aurez qualifiés. Ce ne sont pas des CV tout azimut que vous aurez reçus lors d'un projet de recrutement que vous aurez lancé. Alors, généralement, ce que je propose, c'est que les entretiens physiques et la vérification des références se fassent une fois que l'offre est officiellement ouverte au sein de l'entreprise. Voilà. Très bien. Et j'aimerais donner un conseil vite fait, c'est que pour une bonne gestion du pipeline, il est important, Aïssa, d'avoir un ATS pour suivre les différents stades du processus de recrutement. Justement, je me permets à ce stade-là de vous poser une question par rapport à la création de votre dossier de candidature qualifiée selon le titre du poste, mais aussi la qualification des candidats. Jusqu'à quel point, à quel degré un recruteur peut faire confiance à son ATS. Et je m'explique. Quand je dis confiance à son ATS, un ATS de base vous permet d'avoir des fonctionnalités pour pouvoir trier et qualifier vos candidats. Dans ce cas-là, dans ce sens-là, est-ce que vous pensez que c'est un outil qui est réellement actuellement une obligation ou c'est juste, on va dire, optionnel, dans votre cas, en tant que recruteur?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'ATS devient une obligation pour toutes les entreprises. La preuve, beaucoup d'entreprises aujourd'hui vont se munir d'un ATS parce que ça leur permet de gérer le temps et de qualifier les meilleures candidatures. Parce que pour une offre lancée, on reçoit en moyenne 300 à 500 CV. Alors, on n'a pas beaucoup de temps de vérifier chacun de ces CV. Une entreprise devrait se concentrer sur le cœur de son activité et passer énormément de jours à screener des CV pourrait être une perte de temps pour l'entreprise. Donc, ce que je conseille à toutes les entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir des ATS. Et parlons d'ATS, justement, les différentes entreprises dans lesquelles j'ai eu à passer, dont je ne citerai pas les noms ici, avec déjà des ATS, utilisaient, sans faire de publicité, utilisaient l'ATS de NovoJob qui est à l'NTO. Pourquoi? Pour justement sa facilité et sa fluidité justement à travailler. C'est que c'est un ATS qui a énormément de fonctionnalités, mais qui représente également une grosse fluidité pour travailler. Je rajoute peut-être une petite question juste pour laisser, on va dire, à nos auditeurs l'idée d'imaginer un petit peu ce que c'est la pertinence et l'importance d'utiliser un ATS aujourd'hui, ou même les outils de recrutement en général. Je dirais pour vous, madame, par rapport à votre expérience dans le domaine du recrutement, c'est quoi vraiment la fonctionnalité ou les fonctionnalités qu'on peut citer phare d'un ATS, vraiment? C'est quoi la chose la plus qui vous a aidé le plus par rapport à ça, par rapport enfin à vos recrutements? Le multi-sourcing. OK. La centralisation sur une plateforme précise, peu importe les sourcings. Et la troisième chose, l'attribution des pourcentages. Très bien. Des CV. Donc, selon la qualité du CV, donc selon les mots-clés que j'aurais inscrits préalablement, l'outil me donne un pourcentage sur chacun des CV et ça me permet de savoir, par exemple, que, et justement pour répondre à cette question-là, je pense qu'à ce jour, les meilleures personnes que j'ai pu recruter sont venues des ATS. Très bien, très bien. Ouais. D'accord. Je vous en prie, on peut passer à l'étape suivante. Donc, on a parlé des facteurs clés pour lesquels il est important de mettre en place un pipeline de candidats. On a parlé d'anticipation, la durée des processus de recrutement, l'efficacité, l'attractivité de l'entreprise. Justement, en parlant de la durée du processus de recrutement, est-ce qu'il y a un délai respecté réellement ou si ce n'est, on est beaucoup plus, on va dire, dans le prédictif ou si ce n'est dans le prévisionnel? Pour bien définir ma question, est-ce que bien recruter, c'est recruter dans la semaine ou le jour qui suit, ou bien recruter, c'est prendre le temps de créer son prévisionnel et après de réagir en tant que tel en bon moment en ayant déjà une base de données prête qui a été travaillée et qualifiée? Alors, pour répondre à votre question, Aïcha, réussir, on dit qu'on a réussi un projet de recrutement lorsque ce projet a été fait dans le temps et en fin de projet, on a la ressource idéale. Donc, ce sont deux aspects qui sont importants, le facteur temps et la qualité de la ressource qu'on aura finalement sélectionnée. D'accord? La durée du processus sera réduite parce que vous aurez effectué le plus gros du boulot en amont, justement, à travers le pipeline. Donc, vous pouvez donc vous concentrer sur la sélection des meilleurs profils parmi ceux déjà identifiés, gagner du temps. Raison pour laquelle la création d'un pipeline et la gestion de ce pipeline au sein d'une entreprise devient nécessaire parce que ça nous permet de gagner en temps. Pour un projet de recrutement qui dure en moyenne 3 semaines ou 1 mois, lorsqu'on a déjà un pipeline qui est conçu au sein de l'entreprise, ce projet de recrutement peut mettre 1 semaine. Pourquoi? Parce qu'on a déjà identifié des candidats. On est déjà passé par toutes les étapes du recrutement. Et les 2 dernières étapes, c'est justement les entretiens physiques et la vérification des références. Et ce sont des étapes qui peuvent se faire en 2 semaines. Pardon, en 1 semaine. Du coup, on gagne 2 semaines sur chacun des projets de recrutement que l'entreprise aura eu à faire. Super. Si je me permets aussi de rajouter une question, et aussi j'ouvre on va dire la voie à nos auditeurs de pouvoir poser des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pourrez le faire à tout moment. On essaiera de répondre à la fin du webinaire. Pour le reste, on parle d'attractivité de l'entreprise. C'est quelque chose qui est tendance depuis déjà quelques années. On voit que beaucoup d'entreprises travaillent un petit peu leur marque employeur. On parle d'ambassadeurs, on parle d'employés porteurs de couleurs d'entreprise, etc., etc. Et dans ce stade-là, au stade du candidat qui va être recruté, comment on peut utiliser vraiment à bon escient ce type, on va dire, de communication, même de marketing RH?
Alors, c'est à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on parle de marque employeur, quand on parle d'attraction, on ne peut pas parler de recrutement 2.0, 3.0 et puis ne pas parler des réseaux sociaux. Alors, le pipeline de candidats d'une entreprise, c'est aussi un indicateur d'ailleurs clé de l'attractivité d'une entreprise. Donc, plus vous avez des candidats qualifiés dans votre vivier de talent, plus cela montre que votre entreprise est reconnue et recherchée par les meilleurs talents du marché de l'emploi. Vous voyez, cela vous permet donc de juger aussi de votre marque employeur. Ça veut dire que vous aurez bien communiqué. Et pour la petite histoire, justement, je connais quelqu'un qui a toujours voulu travailler dans l'entreprise dans laquelle il travaille aujourd'hui. Et il se dit, en tout cas pour le moment, que peu importe l'entreprise qui le recrute, il ne voudra pas partir parce qu'il se sent bien. Et le plus difficile dans un pipeline de candidats, je le dis toujours, ce n'est pas la création, ce n'est pas la mise en place de ce pipeline-là, c'est la gestion. Comment conserver les candidats qu'on a pu acquérir dans notre pipeline. Et la meilleure façon justement de pouvoir les conserver, c'est de bien travailler sa marque employeur. Très bien. J'ajoute à cela que plusieurs plateformes, notamment comme NovoJob, on propose ce type de prestations qui sont, on va dire, un petit peu distinctes de l'ATS, qui permettent aux entreprises d'être référenciées sur les sites médias de recrutement type NovoJob, mais aussi de pouvoir vraiment promouvoir son entreprise en ayant le minimum requis de contenu sur la page employeur via NovoJob. Et je rajoute même une chose, ce qui est encore plus intéressant actuellement sur le marketing RH, c'est que les gens vont de plus en plus vers, on va dire, des actions marketing dynamiques plus que statiques. Dans le temps, on avait des pages employeurs avec une petite présentation, quelques commentaires sur l'entreprise, secteur d'activité, des fois des témoignages sur, on va dire, l'employabilité, mais si ce n'est le bien-être dans l'entreprise. Mais là, on voit que de plus en plus, il y a une nouvelle façon de présenter l'entreprise, une nouvelle façon de promouvoir l'entreprise qui est beaucoup plus dans le contenu vidéo, dans le contenu, on va dire, des animations qu'il y a en interne, qui n'est pas en interne, des réalisations d'entreprise aussi. Et je pense que ça peut être le plus pertinent pour aider le candidat vraiment à s'orienter pour ses futures, on va dire, candidatures, si ce n'est orientation professionnelle. Ok. Voilà. Si vous voulez, on peut passer à la prochaine étape. Ok, d'accord. Vous avez une prochaine question, Aïssa? De mon côté, c'est OK. De mon côté, c'est OK. Si vous voulez, on passe à la prochaine. Voilà. Les pratiques pour identifier et attirer des candidats qualifiés dans un marché concurrentiel. Pardon. Alors, les pratiques pour identifier et attirer des candidats qualifiés sur un marché concurrentiel, j'en parlais tout à l'heure. Nous sommes effectivement sur un marché très concurrentiel aujourd'hui. Et j'ai pu la noter 6 pratiques à identifier si on souhaite attirer les meilleurs candidats, attirer et qualifier les meilleurs candidats du marché. Alors, on en parlait tout à l'heure encore. La première, c'est de développer une marque employeur solide. Donc, il faut mettre en avant les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise, les avantages concurrentiels pour attirer les meilleurs talents. Et il faut savoir qu'une forte marque employeur peut attirer des candidats de qualité qui sont alignés sur la vision de l'entreprise. Donc, cela implique une veille concurrentielle. Généralement, on parle de veille concurrentielle dans le domaine marketing ou dans le domaine commercial, mais il faut savoir que la veille concurrentielle doit se faire également dans le domaine de recrutement. Il faut également veiller aux avantages que la concurrence offre aux talents, aux bons talents, aux salariés, de sorte à ce que lorsqu'on souhaite les débaucher, on ait une longueur d'avance et on sait quoi leur proposer, on sait quoi mettre sur la table. Et au-delà des avantages physiques, il y a également des avantages en termes de bien-être au sein de l'entreprise, en termes de perspectives d'évolution. Il faut regarder tout ça. Pour certains types de profils, il est beaucoup plus difficile de recruter lorsqu'on ne met pas ces avantages-là au-devant. Alors, la deuxième pratique que j'ai pu identifier, c'est d'utiliser les réseaux sociaux et les plateformes professionnelles. Donc, il faut diffuser vos offres d'emploi sur les sites spécialisés, mais aussi sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn. Il faut plus vous impliquer. Donc, impliquez-vous dans les groupes pertinents et créez du contenu pour attirer l'attention des candidats passifs. La troisième pratique,
c'est justement d'optimiser votre processus de recrutement. Donc, il faut simplifier. Il y a certains recrutements qui sont trop lourds, qui sont trop longs, certains projets de recrutement qui partent sur 3 mois, sur 4 mois, et à un moment, le candidat n'a plus de visibilité. Non seulement il n'a plus de visibilité, mais le recruteur ne lui fait pas de retour, justement. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de reviser vos process de recrutement en interne, de réviser de sorte à les simplifier et de vous assurer qu'ils sont conviviaux et rapides. Et les candidats qualifiés peuvent être découragés à un moment par des formulaires de candidature qui sont trop longs, trop complexes ou trop lourds. La quatrième pratique, c'est offrir des programmes de recommandation d'employés. On le fait de plus en plus effectivement. Donc, les employés actuels peuvent être d'excellentes sources de référence. Il faut les approcher, il faut mettre en place des programmes de recommandation d'employés avec des indications justement pour les encourager à faire des recommandations. Et puis, la cinquième pratique, c'est de participer à des événements de recrutement et des salons professionnels. Assister à des salons de l'emploi ou à des événements de réseautage peut vous permettre aussi d'être en contact direct avec des candidats qualifiés et intéressés. Ensuite, la dernière pratique, c'est d'offrir des avantages concurrentiels, et j'en parlais tout à l'heure, et un environnement de travail attractif. Donc, en plus d'un salaire compétitif, vous devez également offrir des avantages supplémentaires tels que des horaires flexibles, des opportunités de développement professionnel, des environnements de travail agréables. Il faut arrêter de demander aux salariés de commencer à 7 heures et les faire partir à 21 heures. Même quand on est totalement impliqué dans son travail, on a aussi une vie de famille. Il faudrait que les managers apprennent à le comprendre, que donner des horaires de travail trop difficiles peuvent malheureusement emmener un salarié à partir d'une entreprise ou avoir des échos sur vos horaires de travail et ne pas vouloir intégrer votre entreprise. Très bien. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que finalité du jour d'aujourd'hui, les entreprises ou les recruteurs doivent être beaucoup plus dans une dynamique, une logique d'aller vers le candidat au lieu d'attendre que le candidat vienne vers eux. C'est un petit peu ça, on va dire, le résumé des 6 points que vous avez dénominés, en quelque sorte. C'est vraiment être de joindre tous ces points-là et d'essayer. Exactement, voilà. Notamment dans les domaines les plus demandés actuellement. Donc, dans le cas du marché Ouest-Afrique, on parle d'informatique, comme dans le monde, mais aussi de la maintenance, de l'industrialisation, mais aussi le commercial, etc. Le septième, voilà. Des IT. Super. Donc, on passe aussi à la deuxième étape, enfin, qui est celle des indicateurs clés des performances KPI pour évaluer l'efficacité d'un pipeline de candidats. Alors, comment savoir qu'on a un bon pipeline de candidats? Comment évaluer ce pipeline de candidats? Parce que l'idée, en fait, d'un pipeline, c'est de suivre tout le processus de recrutement en avant, mais l'idée finale, justement, c'est d'embaucher un bon candidat. C'est pour ça, tout à l'heure, dans les différents points, j'ai parlé d'efficacité. Donc, l'efficacité serait, après avoir mis en place notre vivier de talents, notre pipeline de candidats, c'est de pouvoir en ressortir un très bon profil qui va durer au sein de l'entreprise et qui va donner justement de bons résultats. Et le premier indicateur, c'est le taux de conversion. Donc, le taux de conversion va dire que vous devez mesurer le pourcentage de candidats qui passent à chaque étape du pipeline. Et tout à l'heure, on a parlé des 10 étapes du pipeline. Donc, là, on a un tableau, par exemple, qui va illustrer donc, le sourcing initial qui a été fait après la réception des candidatures. Ça a été de 500 personnes. De 500 personnes, lorsqu'on est passé au test de recrutement, on a pu faire le tri de 300 personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a 200 personnes qui n'ont pas pu passer la phase des tests de recrutement. Ensuite, de 300 personnes pour les entretiens téléphoniques, nous avons pu avoir 200 personnes qui ont passé les entretiens techniques. Ensuite, 150 qui ont passé des entretiens vidéo. Et puis, en fin de compte, 50 personnes qui ont été retenues et gardées dans le pipeline qui seront par la suite, lorsque le poste sera ouvert au sein de l'entreprise, qui seront rappelés pour un dernier tri avant, pourquoi pas, les entretiens. Ouais. Oui, allez-y. Vous en prie, allez-y. Vous pouvez enchaîner. Vous aviez une question, Aïssa. Donc,
conversion qui est le premier KPI. Le second, c'est la durée du processus. Donc, calculer la durée moyenne nécessaire pour pourvoir un poste de la publication de l'offre d'emploi jusqu'à l'embauche effective. Donc, un temps de recrutement, comme je le disais, court, peut indiquer une efficacité accrue. Donc, il faut pouvoir évaluer l'offre, dès que l'offre a été émise en ligne jusqu'à ce que le candidat soit effectivement embauché, et puis évaluer la durée moyenne en termes de jours. Là, par exemple, le tableau qu'on a nous indique, Aïssa, tu en parlais tout à l'heure, la durée approximative de recrutement. Donc, la durée moyenne, par exemple, de la publication d'une offre d'emploi, peut-être de 3 jours. En tout cas, c'est dans ce délai-là que j'ai pour habitude de travailler. Le sourcing initial peut aller sur 10 jours. Les tests de recrutement peuvent se faire sur 5 jours, selon, bien sûr, la quantité des profils à recruter. Les entretiens téléphoniques peuvent prendre 10 jours et les entretiens vidéo peuvent prendre 7 jours. Alors, l'objectif, c'est que ce que j'ai pu réaliser, c'est que j'ai pu faire publier en 2 jours. Le sourcing initial s'est fait en 7 jours. Le test de recrutement en 3 jours. Les entretiens téléphoniques en 7 jours. Les entretiens vidéo en 5 jours. Donc, j'ai pu gagner une journée sur la publication de l'offre d'emploi, 3 jours sur le sourcing initial, 2 jours sur les tests de recrutement, 3 jours sur les entretiens téléphoniques et 2 jours sur les entretiens vidéo. Donc, en moyenne, j'ai gagné 11 jours, environ 2 semaines sur un projet de recrutement. Et moi, ça me permettra de savoir que j'ai pu avoir un bon processus de recrutement. Le troisième indicateur, c'est le taux de rétention. Parce qu'une chose est de concevoir un vivier de talents ou un pipeline de candidats, mais une deuxième chose, c'est justement de pouvoir retenir ces candidats. Donc, il faut surveiller combien de temps les employés recrutés via un pipeline restent dans l'entreprise. Un faible taux de rotation peut indiquer que vous avez attiré les bons candidats. Cela peut vous encourager à mettre en place de très bonnes techniques ou à augmenter la qualité justement de la création de votre pipeline. Donc là, vous avez les tableaux, vous avez déjà en premier temps un tableau de vue d'ensemble du trait de rétention. Donc, le nombre total de recrutement, 200 personnes. Le nombre total de départs en moins de 6 mois, 20 personnes. Le nombre de départs en moins de 12 mois, vous avez 30 personnes. Le taux de rétention à 6 mois de 90%. Le taux de rétention à 12 mois de 85%. Ce n'est pas parfait, non, ce n'est pas parfait, mais c'est toujours bien. Après, l'idée, c'est de mettre à disposition un questionnaire pour savoir les raisons de départ des différentes personnes qui partent et puis amoindrir les risques. Donc, on peut également aller sur un taux de rétention par département. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'au département du marketing, par exemple, on a 5 personnes qui sont parties ce mois. Au département des ressources humaines, on a 8 personnes qui sont parties. Au département des finances, on a 9 personnes qui sont parties. Et selon la moyenne des différents départements, on va mettre en place exactement, poser d'exact pour savoir pourquoi au département marketing, en moins de 6 mois, il y a 5 personnes qui sont parties. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faudrait qu'on puisse rencontrer le manager de ce département-là pour comprendre ce qui ne va pas. Problématique, effectivement. Puis, quand on parle de départ, ça veut dire qu'on a des personnes qui sont satisfaites et d'autres qui ne sont pas satisfaites. Donc, on pourrait également mettre en place un tableau de bord qui sera un indicateur de satisfaction des différents employés à travers, bien entendu, des questionnaires qu'on va élaborer. Ça va nous permettre d'avoir la valeur en pourcentage des personnes qui sont satisfaites au sein de l'entreprise. Alors, le 4e KPI, c'est la qualité des candidats. Donc, une chose est de rester, mais une chose est également de s'assurer qu'on a des candidats de qualité. Donc, la qualité sera évaluée sur 3 aspects, la productivité, l'adaptation à la culture de l'entreprise et la rétention à long terme. Donc, en termes de productivité, vous avez un tableau là, selon les départements, afin de savoir la productivité sur 3 mois et ensuite sur 6 mois des personnes qui ont été recrutées depuis le pipeline. Vous avez également un tableau d'adaptation à la culture parce qu'il est très important de comprendre que la culture d'une entreprise doit être épousée par les différents salariés qui intègrent l'entreprise. Donc, on va savoir est-ce que ces candidats qu'on a recrutés à travers le pipeline, justement, se sont adaptés à la culture de notre entreprise. Et puis, bien sûr, la 3e valeur, c'est la rétention.
à long terme à partir des différentes sources. On s'excuse de cette petite coupure. Voilà. Donc, en attendant que Madame Marie-France revienne, on est en train d'enchaîner sur la rétention à long terme à partir des sources différentes. Tous ces tableaux nous résument une schématique qui explique que finalité, quelle que soit, on va dire, notre méthode et façon de recruter, il faut toujours faire une analyse de ce qu'est le résultat de notre travail et les outils qu'on utilise. Et tout ça nous permet vraiment d'avancer dans le bon sens et d'aller vers un résultat qui nous permet de donner une schématisation. On s'excuse parce que apparemment, Madame Marie-France a perdu sa connexion. Donc, on va essayer de continuer la thématique avec ce qu'elle nous a présenté comme présentation. Là, on parlait un petit peu de la rétention à long terme à partir des sources différentes. Donc, je suis un petit peu revenu en arrière. Et on s'arrêtera pour le moment en attendant la situation des candidats. Pour parler de la situation des candidats, il est certain qu'on va parler, on va dire, du packaging qu'on propose, mais bien aussi le bien-être de l'employé dans l'entreprise. Elle parlait tout à l'heure un petit peu des temps de travail, elle parlait aussi un petit peu, on va dire, de la valorisation du travail de l'employé, mais aussi de l'esprit d'appartenance, permettre à l'employé de adhérer à l'esprit de l'entreprise, d'adhérer aussi aux objectifs de l'entreprise, mais aussi aux valeurs de l'entreprise. Ils sont très importantes et ça reste très important de parler de valeurs parce qu'une personne qui est, on va dire, investie avec des valeurs, investie avec des objectifs, mais aussi des ambitions, elle pourra vraiment se permettre de donner le maximum dans une entreprise avec une entreprise. Chose que doit travailler un recruteur, que doit proposer un recruteur aussi et mettre en valeur. Je ne sais pas si Madame Marie-France pourra revenir. On se donne quelques secondes pour ne pas chambouler la présentation, si ce n'est on va enchaîner. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de vous répondre à bon escient. Voilà. Oui, on vous enverra la boîte mail et les références de Madame Marie Kondo. Monsieur Kofi, si je me trompe, avec plaisir, on vous enverra ça. Il y a Monsieur Marius aussi qui est en train de nous écrire. Ça tarde un petit peu. Donc, il y a Monsieur Marius qui nous pose une question. Comment organiser mon vivier de candidats de sorte à trouver facilement un candidat pertinent quand j'ai un besoin de recrutement? Donc, à ce stade-là, en attendant encore une fois que Madame Marie-France revienne, si on doit revenir sur ce point-là par rapport à ça, tout ce que je peux vous dire, c'est que finalité, bien organiser son vivier de candidature, c'est aller vers un process de recrutement pertinent avec les bons outils. On parlait tout à l'heure de l'ATS. Pourquoi pas aussi courir à des prestataires, si ce n'est même des consultants dans le recrutement. Et si on a une bonne équipe de RH, il faut bien s'organiser et aller dans le bon sens en proposant finalité la publication des annonces dans le temps, la gestion de ce besoin dans le temps aussi. Donc, on va dire qu'il faut être dans la prévision, être aussi dans la compréhension du besoin de l'entreprise pour ne pas réitérer, refaire les mêmes problématiques si on va dire, si ce poste propose finalité ou a un problème de turnover énorme. Donc, on essaie vraiment d'être dans des méthodes de recrutement pertinentes. Et pour bien répondre à votre question, Monsieur Marius, donc, dire quelle est finalité, comment organiser vraiment un bon vivier de candidats de sorte à trouver facilement un candidat. Je pense qu'un recruteur, à ce stade-là, doit aller selon le profil, le type de profil. Si on prend un profil IT, on sait que la problématique elle est plus importante et il est encore plus un peu difficile de trouver un bon candidat. Parce que pourquoi? C'est des métiers tendance. Et si on parle d'autres profils qui sont plus ou moins classiques, qui sont plus ou moins intéressants, rebonjour Madame Marie-France. Bonjour Aïssa, désolée, je pense qu'il y a une Je grosse comprends, je comprends. Justement, j'essaie un petit peu de répondre aux questions des personnes. Donc, en essayant un petit peu de revoir, en attendant que vous soyez revenu. Et si vous voulez, bon, on peut enchaîner sur la présentation, si ce n'est aller directement répondre aux questions des personnes. Voilà. Bah, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense Super. qu'on était
Aux KPIs. Donc, Savoir qu'il nous reste que 10 minutes, un il maximum. restait justement la satisfaction des candidats, donc comme KPI également. Donc, il est important d'obtenir des retours d'expérience des candidats sur le processus de recrutement. Cela peut inclure des enquêtes de satisfaction, par exemple, pour évaluer leur perception de l'organisation et du processus de recrutement. Et puis enfin, le coût par embauche, c'est un facteur très important, le facteur coût, parce qu'on sait qu'un projet de recrutement est tant à la fois fastidieux, par exemple, sur le thème du coût, mais en termes de facteur temps. Donc, il est important de calculer les coûts associés à chaque étape du processus de recrutement en termes de publicité d'emploi, des frais d'agence, des salaires des recruteurs et les diviser par le nombre de nouvelles embauches pour obtenir le coût moyen par embauche. Donc, en utilisant ces KPIs-là, vous pouvez identifier les domaines ou des améliorations qui peuvent être apportées pour la conception de votre pipeline. Il y a monsieur ou madame Ange qui nous pose une question qui est comment calculer le taux de rétention, s'il vous plaît. Voilà, il voulait revenir, c'est un petit peu le taux de rétention. Donc, je vais rebondir sur cette question pour vous demander comment on peut le faire, si ce n'est revoir comment ça se fait. Sauf si vous préférez lui répondre ultérieurement par mail ou autre. Ultérieurement, j'allais y aller, mais ultérieurement, Très bien. Ange, est-ce que vous pouvez nous laisser votre adresse email pour qu'on puisse vous envoyer beaucoup plus d'éléments de réponse? Super. Vu qu'on est un tout petit peu pris par le temps, je vous enverrai des tableaux de bord qui vous permettront justement De de répondre à cette mieux. question. Il y a aussi monsieur Marius qui nous pose une question. J'ai essayé de répondre du mieux que je pouvais. Donc, comment organiser mon vivier de candidats de sorte à trouver facilement un candidat pertinent quand j'ai besoin de recruter. Enfin, quand j'ai besoin de recrutement. J'ai un besoin de recrutement. Voilà. Alors, il y a Marius qui a dit comment organiser mon vivier de candidats pertinents. Pardon. Alors, je reviens. Voilà, comment organiser mon vivier de candidats de sorte à trouver facilement un candidat pertinent quand j'ai un besoin de recrutement. Tout à l'heure, je parlais justement, bonjour Marius, j'espère que tu vas bien. Alors, tout à l'heure, je parlais justement d'ATS. Et il y a Aïssa qui me demandait, est-ce que l'ATS est aujourd'hui une obligation ou c'est une option? Je pense justement que l'ATS va vous permettre de mieux organiser votre vivier de talent. Ou si vous n'avez pas d'ATS, vous pouvez créer des dossiers sur votre bureau et des sous-dossiers avec les titres de chaque département. Donc, les départements pour lesquels vous avez pu avoir une réserve de talents, de candidatures, de sorte à ce que si vous savez, par exemple, que le département marketing a lancé un projet de recrutement pour un poste de responsable commercial et marketing, on peut tout de suite aller dans le dossier marketing et retrouver nos différents. Vous pouvez également aller plus loin en allant sur les périodes. Donc, par exemple, pour le mois de mars, voici les personnes que j'ai pu avoir dans mon vivier pour avril, de sorte à savoir justement quels sont les candidats que vous souhaitez appeler. Est-ce que vous souhaitez avoir des candidats plus frais ou peut-être rappeler ceux que vous aviez contactés depuis le mois de mars. Voilà. Si vous permettez, je rajoute un petit point, parce que j'essayais de répondre tout à l'heure à la question de Marius. Donc, je rajoute à ce que vous êtes en train de dire, en plus du volet organisation et comment on le vient de faire, je pense que d'aujourd'hui, un recruteur doit être dans la prévision et de l'anticipation, quel que soit le profil qu'il recrute, et surtout si le profil est un profil sensible. Je citais l'exemple du domaine IT, où on sait qu'on va dire il y a une certaine charge de recrutement, donc ça serait bien aussi d'être vraiment dans le prévisionnel et l'anticipation des actions de recrutement. C'est une très bonne réponse à ça. Après, dans le domaine IT, c'est un peu plus complexe justement parce que ce sont des profils déjà qui sont pénuries sur le territoire ivoirien. Je pense qu'un peu moins en Algérie et dans les pays c'est une tendance mondiale. Et pourquoi je cite le domaine de l'IT? Parce que je sais que d'aujourd'hui, c'est un vrai challenge pour les entreprises, notamment les startups et tout ce qui est IT, de recruter ces types de profils. Et il est bien important pour nous d'être vraiment dans l'anticipation de la meilleure façon de garder et de recruter ce type de personnes. Voilà. Exactement. Alors, on va à la cinquième question, Aïssa, qui est de savoir, c'est une question que j'aime bien parce que c'est une question qui permet de savoir comment maintenir l'engagement. Tout à l'heure, plus haut, je disais qu'il est important de créer un vivier de talent, mais il est encore plus important de savoir comment maintenir les candidats en haleine de sorte à ce que dans 3 mois, lorsqu'on les appelle, ils soient encore disponibles et aptes à intégrer l'entreprise.
Donc, pour moi, la première façon, c'est d'adopter une communication transparente et régulière. Il n'y a pas de magie, c'est pas un secret. Il faut vous assurer de fournir des mises à jour régulières sur le statut du processus des recrutements. Donc, cela peut inclure des informations sur les étapes suivantes, les délais prévus et toutes les modifications éventuelles du processus. Et lorsque nous approchons des candidats pour élargir notre pipeline de candidats, il faut préciser que nous avons des projets de recrutement futurs. Nous sommes déjà en train d'anticiper, de sorte à ce que le candidat que vous appelez ou qui est en train de faire des entretiens téléphoniques ne se dise pas que l'entreprise X va me rappeler dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Il sait que c'est en prévision des projets de recrutement futurs. Alors, la deuxième façon de les maintenir en haleine, c'est de personnaliser l'expérience candidat. Donc, il faut adapter une approche il faut faire une approche adaptée à chaque candidat. Donc, il faut montrer que vous avez pris en compte leurs compétences, leurs expériences et leurs intérêts spécifiques. Cela peut se faire en posant des questions pertinentes lors des entretiens et en fournissant des commentaires spécialisés. Je sais que ça peut être fastidieux, personnaliser l'expérience par candidat, mais il faut le faire. Il faut tenir compte justement de cette personnalisation-là pour que chaque candidat se sente déjà intégré dans l'entreprise, même quand vous ne l'avez pas encore appelé. La troisième manière de les maintenir, c'est de répondre rapidement aux questions et aux préoccupations. Donc, il faut être disponible pour répondre aux questions des candidats et résoudre rapidement leurs préoccupations. Cela peut être fait par des mails, par des appels téléphoniques ou par des messages sur les réseaux sociaux. Donc, l'une des meilleures manières d'entretenir un pipeline candidat, c'est de rester en contact de manière constante avec les candidats qui sont dans votre pipeline. Il faut également créer une expérience positive lors des entretiens. Donc, il faut vous assurer que les entretiens se déroulent de manière professionnelle et respectueuse. Il faut fournir toutes les informations nécessaires sur l'entreprise et le poste, l'équipe qu'il va intégrer et avec qui il pourrait travailler éventuellement si jamais il est retenu. Et puis, il faut également montrer votre engagement à travers la marque employeur. Et il faut remarquer que la marque employeur revient à chaque fois. Et justement, montrer l'engagement, c'est de mettre en valeur sa culture, donc les avantages et les opportunités de croissance professionnelle de manière à attirer tout le long du processus le candidat. Donc, je pense qu'en suivant ces différents conseils-là, les recruteurs peuvent non seulement maintenir l'engagement des candidats tout au long du processus de recrutement, mais aussi renforcer même la réputation de leur entreprise en tant qu'employeur attractif. Donc, en résumé, si on résume bien, il faut avoir les bons outils, il faut avoir la bonne organisation pour bien travailler son pipeline, notamment une analyse de la donnée. Donc, ça veut dire ne pas juste recruter pour recruter et dire j'ai atteint mes objectifs, mais il faut avoir vraiment la problématique de chaque profil, chaque département, chaque besoin. Et pour finaliser, avoir une très, très bonne communication et travailler son réseau, si ce n'est sa base de données de candidature. C'est exactement ça, Aïssa. C'est exactement ça. Et justement, dans la création du pipeline, nous avons constaté que beaucoup d'entreprises sont confrontées à la gestion de leur pipeline. Donc, comment justement surmonter ces différentes problématiques-là? Il existe plusieurs défis selon les organisations, selon la taille des entreprises et selon les secteurs d'activité aussi. Aïssa en parlait tout à l'heure, mais j'ai décidé de citer six problématiques qui sont généralement rencontrées par les entreprises et pourquoi pas même proposer en même temps des stratégies qui pourraient leur permettre de pallier à ces problématiques. Donc, le défi, c'est d'identifier et d'attirer des talents. Il faut trouver des talents qualifiés et les attirer dans un marché du travail très, très compétitif. Et donc, l'une des stratégies, c'est la bonne gestion de la marque employeur. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails parce qu'on en a déjà parlé. La deuxième stratégie, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. On en a également parlé, utiliser LinkedIn, Twitter, Facebook et d'autres réseaux sociaux pour publier les offres d'emploi et engager des conversations avec les candidats potentiels. La troisième stratégie qui pourrait être adoptée justement pour pallier au problème de l'identification et de l'attraction des talents, c'est de créer des partenariats avec des écoles et des universités afin d'établir des relations avec ces institutions académiques-là pour accéder aux nouveaux diplômés. Alors, la deuxième problématique qui est souvent rencontrée… Madame Marie-France, il nous reste qu'une minute. Vraiment, désolé de vous couper. Il nous reste qu'une minute sur le webinar. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter nos chers auditeurs à nous envoyer leurs questions par mail. Ils
pourrez D'accord. répondre de façon intérieure. Idem de notre côté. Aussi, je profite pour l'occasion de vous remercier, de remercier toutes les personnes qui ont été présentes pour ce webinaire. De notre côté, Nouveau Job, je vais profiter de ces quelques secondes pour dire à nos recruteurs qui sont présents qu'on leur offre une période d'essai gratuite, mais aussi aux candidats on va leur proposer de faire un petit diagnostic gratuit de leur CV. Ça leur permettra aussi de voir un petit peu là où ils sont. Et voilà, pour finir, encore une fois, je vous remercie, Madame Marie-France. J'espère qu'on va réitérer ce type d'expérience avec vous et qu'on pourra développer ce type on va dire, de thématique. Oui, j'espère que la prochaine fois, on aura beaucoup plus de minutes parce que le thème, il est tellement vaste que 45 minutes, ce n'est pas assez pour développer sur la création et la gestion du pipeline de candidats. Merci beaucoup, Aïssa. Merci à Marius, merci Sophia, merci toute l'équipe de Nouveau Job et ça a été un réel privilège pour moi de débattre ce thème avec vous. On salue spécialement Marius qui est présent, qui est tout le temps là derrière nous pour nous aider. Merci, Marius. Merci. Voilà. Merci à tout le monde. On vous dit au revoir et à très très bientôt pour d'autres thématiques et certainement avec Madame Marie-France si Dieu le veut. Voilà. Au revoir. Au revoir. Voilà, au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt.